Voilà, alors bonjour à tous. L'idée de ce cours aujourd'hui, elle est bien simple. Vous allez, dans le cadre de votre unité d'enseignement, visiter séminaires, visiter des institutions fédérales, régionales, durant votre parcours scolaire de 3 années d'études au sein de l'ICET. Mais il est évident que visiter ce genre de structure parlementaire, eh bien, il faut mettre ça directement en lien avec deux éléments que sont la démocratie et les partis politiques. Je dirais même que plus largement, tous les jours, quand vous regardez la télévision ou que vous écoutez les radios, on vous parle de démocratie indirectement, on vous parle de partis politiques. Pas plus tard que ce week-end, c'était un débat sur l'ajustement budgétaire. Le gouvernement a dû mettre en place un budget. Eh bien, ce gouvernement, il est composé de personnes, d'individus, qui représentent une famille politique. Quelles sont les grandes lignes de ces familles politiques, les grandes lignes idéologiques de ces familles politiques? Est-ce qu'on peut considérer que la présence de partis politiques est intimement liée à la démocratie ou pas? Est-ce qu'une démocratie pourrait se passer de partis politiques? Voilà un peu le cheminement de cette séquence de cours aujourd'hui. Nous allons un peu voir l'utilité des partis politiques dans notre démocratie. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est celle de l'utilité. Cela étant, plus largement, est-ce que dans un État non démocratique, autoritaire ou dictatorial, la présence de partis politiques est-elle ou coule-t-elle de source ou pas? Déjà, la première observation que l'on peut faire, c'est qu'un régime autoritaire peut voir le jour en se dissimulant derrière un semblant de démocratie. Dans des régimes autoritaires, il peut y avoir des élections. Il peut y avoir des élections avec la présence de partis politiques, pourquoi pas? Donc, première réflexion, c'est de se dire, mais finalement, les partis politiques, en tant que tels, ne sont pas à eux seuls le gage d'une saine démocratie. Vu que dans des régimes autoritaires, dans des régimes dictatoriaux, il peut y avoir des partis politiques, la présence de partis politiques. Donc, qu'est-ce qui fait réellement l'essence même d'une démocratie? C'est la présence libre et autonome de partis politiques. C'est vraiment la présence libre et autonome de partis politiques qui nous permettra de dire « Ok, ici, nous avons affaire à une démocratie ». L'idée, c'est que pour certains États autoritaires, dictatoriaux, on se donne une image à l'international de démocratie ou d'ouverture, mais la diversité politique est cadenassée par le pouvoir, est contrôlée, parfois même ce sont des hommes de paille, etc., etc. Alors, est-ce que la présence des partis politiques était si évidente que cela en Belgique lors de notre révolution? Donc la Belgique a existé en tant qu'État en 1830, nous avons pris les armes, nous avons chassé les Hollandais et nous avons mis en place une constitution. Une constitution qui était probablement la plus moderne au monde à l'époque. La plus moderne au monde parce qu'elle marquait véritablement un tournant par rapport aux anciens régimes, par rapport aux régimes de droit divin, comme on pourrait les appeler. Donc la Constitution était probablement la plus moderne parce qu'elle parlait de liberté, elle parlait de droit, mais surtout, elle disait désormais que les pouvoirs de la nation appartiennent au peuple. Et donc ça, cette phrase-là, cet article-là de notre Constitution, tous les pouvoirs émanent de la nation et sont exercés tels que prévus par la Constitution, cette phrase-là, elle marque vraiment un véritable tournant. C'est vraiment cette phrase-là, cet article-là, 33 de notre Constitution, qui nous permet de nous dire, dorénavant, nous avons affaire à une démocratie. Et les observateurs de l'époque étaient d'accord pour dire que la Constitution belge, l'État belge, était probablement un des plus démocratiques au monde. Vraiment. Cela étant, est-ce que
dans cette constitution la plus démocratique au monde, en 1830, est-ce que la présence des partis politiques coule de source? Est-ce que cette constitution moderne, libérale, démocratique, faisait déjà référence aux partis politiques? Eh bien non. On peut d'emblée constater que la constitution était extrêmement discrète par rapport à l'existence de partis politiques. Le législateur a même organisé volontairement un vide juridique. Et très clairement, l'idée était à la méfiance. On se méfiait des partis politiques en 1830. Alors, pourquoi se méfiait-on des partis politiques en 1830? Eh bien, premier constat, on peut déjà se dire que le législateur considérait d'une certaine façon que l'offre politique était inutile. Il y avait clairement une inutilité des partis politiques en 1830. Alors, pourquoi cette inutilité des partis politiques? L'idée, elle est simple. Une des missions des partis politiques, c'est quoi? C'est de porter une idéologie la plus large possible et la faire partager de façon unanime par la population. Les partis politiques, en 2018, vont déposer des listes et vont vous demander leur confiance pour que vous puissiez voter pour eux. Sauf que, en 1830, 1831, il fallait concevoir le processus électoral en Belgique comme étant extrêmement limité. Je veux dire, seul 1% de la population pouvait voter, les plus riches. Ceux capables de payer le cens. Le cens était l'impôt que l'on payait à l'époque que pour pouvoir voter. Alors, le cens, cet impôt, la Constitution prévoyait que pour pouvoir voter, il fallait payer entre 20 à 100 florins. C'était la monnaie de l'époque. 20 à 100 florins, vous allez dire, mais pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que l'impôt était variable en fonction de l'endroit où résidaient les gens. Vous payez peut-être un peu moins cher si vous résidiez dans un environnement rural et plus cher si vous résidez dans un environnement urbain. Donc la différence, elle s'explique uniquement de ce point de vue-là. Cela étant, payer la somme de 20 à 100 florins que pour pouvoir voter, peu de personnes pouvaient le faire, seulement 1% de la population, ce qui correspondait plus ou moins à 39 000 personnes. Uniquement 39 000 personnes pouvaient voter dans cette Belgique extrêmement démocratique. Hein, je vous avais dit qu'en 1830, la Constitution était un peu la Rolls-Royce des constitutions qui existaient déjà à l'époque. Pourtant, seul 1% de la population pouvait voter. Oui, on peut déjà remarquer que la démocratie, c'est quelque chose qui se construit lentement. D'accord? Et donc, si 1% de la population pouvait voter, vous pouvez aisément comprendre que les gens, les électeurs de l'époque, en 1831, étaient les gens qui, finalement, partageaient les mêmes valeurs. C'était la haute bourgeoisie, les gens qui partageaient la même valeur, qui avaient un peu la même vision du monde, qui étaient propriétaires d'entreprises, et qui pensaient globalement de la même façon. Dès lors, pourquoi proposer une diversité politique alors que seul 1% de la population pouvait voter et qu'en plus de ça, ces gens avaient plus ou moins la même vision du monde, du développement économique? Donc déjà, le premier élément, nous venons de voir le premier élément qui nous permet de comprendre l'inexistence des partis politiques lors de la création de la Belgique en 1830. Alors, un autre élément important, c'est qu'à la création de la Belgique en 1830, l'unité était vraiment la règle. D'ailleurs, le premier, comment vais-je dire, le premier parlement qui a été mis sur pied après les premières élections dans ce pays, on avait tendance à l'époque on parlait à l'époque d'unionisme. Donc on considérait que l'homme politique représentait une seule et même
culture politique, un seul et même parti, hein, si je dois utiliser le mot parti, un seul et même parti politique, c'était l'unionisme. Il est évident que dans cet unionisme de 1831 et dans les années qui ont suivi, il y avait malgré tout des visions idéologiques différentes. Il y avait plutôt des gens qui avaient une vision laïque, libérale, et d'autres qui avaient une vision plutôt catholique. Mais l'idée, c'était l'unionisme. Tout ça, tous ces gens-là, se trouvaient dans une même, constituaient une seule et même famille politique. Pour chasser l'Hollandais, pour que la Belgique puisse exister en 1830, il a fallu s'unir. Il a fallu s'unir. Les Belges se sont unis, les ouvriers, les notables, les bourgeois, et il était évident que, au lendemain de la Révolution de 1830, la priorité c'était l'union. D'ailleurs, je vous rappelle notre devise nationale, l'union fait la force. Et donc, tout ce qui aurait pu constituer un parti politique, une vision différente de voir le monde, de voir l'avenir de la Belgique, était vu comme une menace pour la Belgique. C'était vu tout simplement comme une menace. D'ailleurs, l'origine du mot parti politique nous vient du latin parte, qui signifie parti, ou encore faction. Donc même étymologiquement, le mot parti politique sous-entend faction, groupement qui pense et qui voit les choses différemment. Or, ce n'est pas ce qu'on attendait en 1830. La Belgique était toute fragile. À tout moment, la Hollande pouvait revenir et chasser le nouveau pouvoir belge. Et plus largement, d'ailleurs, il nous fallait obtenir la reconnaissance des autres États. Un État qui se crée ne peut pas prospérer s'il n'obtient pas la reconnaissance des autres États. Donc vraiment, l'idée, c'était la méfiance quant aux partis politiques, et l'unité était la règle. Donc voilà le deuxième élément qui nous permet de comprendre cette discrétion à l'égard des partis politiques. Autre élément. On est en pleine révolution industrielle. Hein, la moitié du XIXe siècle, nous sommes en pleine révolution industrielle. Les usines tournent à plein régime. La classe ouvrière est exploitée d'une certaine façon. Elle travaille en nombre, mais pour gagner une bouchée de pain dans des conditions de vie déplorables. Et les premières manifestations s'installent. Et j'ai envie de dire que la classe politique a été en mesure de comprendre la force qu'elle avait en s'unissant. En instaurant la grève, elle a su installer un contre-pouvoir à ses patrons qui faisaient tourner leur entreprise. Et donc très tôt, on a perçu ces grèves, ces regroupements des ouvriers comme étant une menace pour notre démocratie. Et on considérait tout simplement qu'il fallait tenir le peuple à l'écart de la démocratie. La masse était considérée comme étant ignorante. La majorité du peuple était considérée comme étant ignorant, et qui plus est, sensible et très prompte à s'emporter par la passion, par les événements, etc., etc. Donc l'idée c'était vraiment qu'il fallait tenir à l'écart la classe ouvrière, le peuple. Il n'était pas suffisamment formé, et seuls ceux qui possédaient le savoir, la connaissance et les moyens aussi, étaient en droit de diriger ce pays. Donc voilà une troisième raison expliquant l'inutilité des partis politiques. Pourtant, nous le savons, les partis politiques ont quand même vu le jour. Qu'est-ce qui peut, malgré tout, expliquer, dès lors, la naissance des partis politiques? Déjà, une première réponse, ça serait de se dire, ben oui, voilà, on pourrait imaginer dès lors que
les partis politiques se sont créés par nécessité. Hein? Vous savez qu'au plus la Belgique s'est développée, au plus le droit de vote s'est démocratisé. Quand je dis que le droit de vote s'est démocratisé, ça veut dire que de plus en plus de personnes ont pu voter. De plus en plus de Belges ont pu voter. Donc monsieur et madame tout le monde, un jour, ont pu voter. Donc on pourrait se dire, ben voilà, les partis politiques se sont constitués par nécessité. À partir du moment où plus de personnes peuvent voter, il serait peut-être utile, dans ce pays, d'avoir des structures qui puissent porter des idées politiques. Si de plus en plus de personnes peuvent voter, ça veut aussi dire qu'il faut de plus en plus de candidats dans les villes, dans les campagnes. Dès lors, on touche de plus en plus de candidats, mais on touche aussi de plus en plus de personnes qui ont des visions différentes. Un grand patron d'entreprise n'a peut-être pas forcément la même vision du devenir d'une société qu'un ouvrier. Et donc, au plus le vote s'est démocratisé, au plus l'offre politique coulait de source. Au plus, il est apparu qu'il était nécessaire de pouvoir offrir une offre politique, des voies politiques différentes, pour porter les revendications des ouvriers, pour porter les revendications des catholiques, pour porter les revendications de la bourgeoisie, de l'aristocratie, etc., etc. Donc, on pourrait se dire, ben voilà tout simplement pourquoi les partis politiques se sont créés. Sauf qu'on ne peut pas y voir la seule explication de l'émergence des partis politiques. La preuve, c'est que le suffrage universel, tempéré, masculin et plural, mais le suffrage universel a vu le jour en 1893, tempéré par le vote plural, en 1893. Or, les premières familles politiques se sont créées avant ce suffrage universel. Donc ce que je viens de vous expliquer ne tient pas forcément la route. C'est pas parce que de plus en plus de gens peuvent voter que finalement il s'avère nécessaire d'offrir une pluralité, une offre politique diversifiée. Non, la première famille politique à s'être créée, c'est la famille libérale. Elle s'est créée en 1846. S'en est suivi la création du parti catholique en 1884 et celle du parti ouvrier belge, le POB, en 1885. POB qui est l'ancêtre du parti socialiste. Donc vous voyez, ces partis politiques se sont créés avant la démocratisation du processus électoral. Donc on doit trouver l'explication de la création des partis politiques à un autre niveau. C'est autre chose qui a permis l'avènement de la création des partis politiques. Pour vous expliquer cette autre chose, ici je vais me baser sur une revue qui a été publiée par la Fondation Roi-Baudouin, un carnet pédagogique qui a été publié en 2008 et qui nous explique très bien ce qui a permis l'avènement des partis politiques. Et justement, ce qui a permis l'avènement des partis politiques, vous le voyez au-dessus de moi, ce sont la création de clivages. C'est vraiment les clivages qui ont donné naissance aux partis politiques. Alors c'est quoi un clivage? Déjà, c'est une question qu'on peut se poser. Un clivage, c'est quoi? Un clivage, c'est une cassure. C'est une cassure profonde à l'intérieur d'une société. C'est une tension, une cassure à l'intérieur d'une société, qui du coup divise la société. Et on peut se dire que, de manière plus globale, Rockam et Lipset nous apprennent que l'origine des clivages en Europe, de manière générale, l'origine des clivages est à rechercher du côté des révolutions politiques qui ont lieu un peu partout en Europe entre 1780 et 1830, mais aussi à rechercher du côté de la révolution industrielle. C'est vraiment la révolution politique avec l'avènement de nouveaux États démocratiques, même si on sait que la démocratie est de construction lente et fragile, et la révolution industrielle qui ont donné naissance à ces clivages. Et les clivages, ces cassures dans la société,
les plus profonds, ces clivages les plus connus sont, premier clivage, celui qui a opposé l'Église à l'État. Vous le savez, le clivage Église-État était quelque chose de très marqué, c'est d'ailleurs encore assez marqué aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus marqué au XIXe siècle. Les partisans d'un État laïque considéraient que l'Église n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de l'État, et inversement, l'histoire avait toujours donné des responsabilités à l'Église en tant que pouvoir encadrant notre fonctionnement étatique. Cette lutte entre l'Église et l'État, elle est existante depuis des centaines et des centaines d'années. Elle se manifeste très concrètement. Regardez ici à Tournai, par exemple, la cathédrale de Tournai. C'est quand même le symbole d'un pouvoir catholique puissant, hein, pour montrer la puissance du christianisme, du pouvoir catholique. On a construit de nombreuses cathédrales, de nombreuses églises qui avaient un côté majestueux, qui devait être marqué la puissance de la religion. Et j'ai envie de dire qu'avec l'avènement du protestantisme, on était vraiment dans une espèce de lutte où il fallait montrer tout le prestige de la religion catholique par rapport au protestantisme qui gagnait du terrain. Je ferme cette parenthèse. Et à Tournai, à côté de la cathédrale, que trouvons-nous? On retrouve un beffroi, symbole du pouvoir laïque. Juste à côté de la cathédrale, ce n'est pas un hasard. Beffroi qui rivalise en hauteur, qui n'est pas plus haut, mais qui n'est pas plus bas non plus que la cathédrale. Ce n'est pas un hasard non plus. C'est la preuve que très tôt, dans une ville comme Tournai, qui avait obtenu une charte, certaines libertés, très tôt, le pouvoir catholique et le pouvoir laïque se sont opposés. Eh bien, dans notre société, dans la création de l'État belge, je vous disais qu'en 1830, c'était l'époque de l'unionisme, mais il y avait déjà des gens qui étaient plutôt de conviction catholique et d'autres de conviction libérale laïque. Donc le clivage Église-État est le premier clivage qui a vu le jour dans notre pays, mais j'ai envie de dire plus largement en Europe. Le deuxième clivage, qui est directement à mettre en relation avec l'avènement de la société industrielle, c'est le clivage possédant-travailleur. La révolution industrielle a permis à la Belgique de se développer, a même permis à la Belgique de devenir la 5e puissance économique au monde. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, hein, ce petit territoire qui devient la 5e puissance économique au monde. Un pays extrêmement riche, extrêmement riche. Cela étant, vous vous en doutez, cette richesse n'était que très peu partagée. La classe ouvrière, qui était indispensable au fonctionnement de nos entreprises, eh bien, elle payait un peu la note. En tout cas, elle n'avait pas le juste retour de cette richesse. Et très vite, des tensions dans la société se sont créées entre les possédants, plutôt évidemment de mouvance libérale, et les travailleurs qui étaient majoritairement issus de la classe ouvrière et qui étaient très sensibles aux idées de l'ancêtre du PS, donc du Parti ouvrier belge, du POB. On peut citer aussi comme autre clivage ayant traversé nos sociétés, le clivage ville-campagne. Autre clivage aussi, celui centre-périphérique, un petit peu moins marqué en Belgique, mais voilà d'autres clivages qui ont aussi constitué nos sociétés. Alors, on peut dire aujourd'hui que la vie politique en Belgique s'est constituée autour de ces trois clivages. Trois de ces quatre clivages que je viens de vous présenter. Cela étant, sur le plan philosophique, ces clivages peuvent parfois porter d'autres noms. On va peut-être parfois parler du clivage socio-économique pour décrire le clivage possédant-travailleur. On va parfois parler
du clivage communautaire pour parler du clivage centre-périphérie. On va parfois utiliser d'autres noms, mais ça ne change rien à la nature même des clivages. Donc, on le sait, les clivages naissent d'une situation de domination ou de déséquilibre vécu comme tel par ceux qui en sont les victimes. D'ailleurs, si vous regardez l'ordre des mots, clivage, église-État, possédant, travailleur, ville, campagne, on a toujours le premier mot, on retrouve toujours la situation de domination, le dominant, et à côté le dominé. Clivage église, État. Clivage possédant, travailleur. Donc l'ordre des mots a son sens, et ça accentue bien cette idée de déséquilibre dans la société. Alors, ce qu'il faut savoir quand on parle de clivage, c'est qu'on a tendance à parler de strates constitutives d'un clivage. Alors, les strates, ça veut dire quoi? Ce sont des couches constitutives, et on nous dit, Rockham et Livesey nous disent que pour qu'on assiste à la naissance d'un clivage, il faut d'office la conjonction de 3 éléments. Il faut d'office que 3 strates se réunissent, se superposent. Et la première strate, c'est quoi? C'est réellement un sentiment de déséquilibre profond sur un enjeu majeur. Sans sentiment de déséquilibre profond sur un enjeu majeur, on n'a pas de clivage. D'ailleurs, si je faisais un lien avec l'actualité, on pourrait peut-être assister à un clivage. Les affaires Publifin, Netis, etc., dont l'on parle aujourd'hui, qui mettent en évidence, quelque part, une mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce genre d'affaires renforce la méfiance des citoyens envers le monde politique. De manière générale, de façon un peu caricaturale, on considère le politique comme tous pourris. Ce sont des mots, des pensées que l'on entend dans la société à l'heure d'aujourd'hui. Et si les politiques actuelles ne prennent pas des résolutions fermes, on pourrait peut-être assister à un clivage politique-citoyen. D'ailleurs, les politologues ici nous disent que pour les prochaines élections communales, de plus en plus de listes citoyennes vont voir le jour. Parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol d'une certaine classe politique. C'est un fait. Donc, j'en reviens à ma première strate. Il faut un sentiment de déséquilibre profond sur un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste une prise de tête momentanée. Non, il faut que ça soit plus profond que ça. Il faut que ça soit vraiment une opposition frontale et durable, qui découle finalement du fait que les uns vont se satisfaire d'une situation que les autres dénoncent et veulent changer. Il n'existe pas de clivage sans qu'il y ait nécessairement dans la société, avant cela, un rapport de force. Un rapport de force vécu comme étant inégal par une partie de la population. Il y a toujours un rapport de force. Et ce sont ces rapports de force qui donnent naissance au clivage. Deuxième strate constitutive indispensable à la création des partis politiques, c'est l'auto-organisation des citoyens. Alors c'est bien, ok, on a un déséquilibre majeur sur une question bien précise qui crée une tension dans la société, mais c'est pas tout. Pour assister à la naissance des partis politiques, il faut que les citoyens, à un moment donné, s'organisent, que les personnes qui s'estiment victimes du système puissent s'organiser que pour changer les choses. Et comment peut-on s'organiser? En s'unissant. En s'unissant, en manifestant, en instaurant quelque part un rapport de force. Alors, ces structures
qui vont se créer, ce sont quoi? Ça peut être des associations de militants, des cercles de pression, des mouvements d'entraide. Je sais pas moi, pensez par exemple au XXe siècle, en 45-46, ces associations féministes qui se regroupaient pour que enfin les femmes puissent tout simplement dans ce pays voter. Hein, le vote universel au sens premier du terme, et donc le vote des femmes également à tous les niveaux de pouvoir dans ce pays, n'a eu lieu que très tard, en 1948. Là aussi, il s'est créé un clivage. Là aussi, il s'était créé quelque part une cassure dans la société où les femmes, à juste titre, considéraient cette situation de domination comme étant anormale. Donc il faut vraiment une auto-organisation des citoyens qui portent vraiment leurs revendications, qui manifestent, qui puissent se faire entendre. Bref, les citoyens instaurent un rapport de force. Enfin, la dernière strate constitutive, la dernière couche qui nous permettent d'arriver à la création des partis politiques, eh bien c'est justement la création des partis politiques. Voilà le troisième élément qui nous permet de concrétiser ce rapport de force. Quand les ouvriers avaient le sentiment au XIXe siècle qu'ils étaient dominés d'une façon relativement injuste, où ils étaient indispensables à la création de richesses, à la prospérité de ce pays, qui était la 5e puissance économique au monde, mais qu'en même temps, eux avaient très peu de retour de cette richesse, vivaient dans des conditions exécrables, eh bien, ils se sont aussi constitués en partis politiques. Ils se sont unis que pour pouvoir porter, dans les hautes sphères du pouvoir, leurs revendications. Ils se sont structurés en partis politiques. Création, en 1885, du POB, par exemple. Donc, cette dernière dynamique, cette dernière démarche, elle est vraiment primordiale à la création des partis politiques et en tout cas au juste équilibre de ce rapport de force. Si vous voulez changer les choses dans ce pays, il faut s'investir. Il faut s'investir, notamment politiquement. Il faut que vous ayez une structure politique qui puisse porter vos aspirations, qui puisse défendre vos intérêts, qui puisse, en bout de course, légiférer, créer des lois qui vont ramener un peu plus d'équilibre. C'est évidemment le dernier élément indispensable à la création d'un parti politique qui puisse défendre les aspirations des plus dominés. Donc voilà, ce sont vraiment ces trois strates constitutives qui ont donné naissance au clivage, et ce sont ces clivages qui ont donné naissance aux partis politiques dans ce pays. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les quatre grandes principales familles politiques? Alors, je ne vais pas être exhaustive. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures politiques qui se créent avec une offre politique qui est beaucoup plus diversifiée. Ici, je vais rester très traditionnel et je vais vous parler des trois grands partis traditionnels et d'un quatrième qui l'est un peu moins, qui s'est créé beaucoup plus tard. Le Parti écologiste s'est créé à l'horizon des années 80, 1980, alors que tant le Parti libéral catholique que socialiste se sont eux créés au XIXe siècle. Alors, le premier parti qui s'est créé, c'est le Parti libéral, qui se prénomme aujourd'hui l'EMR et son équivalent néerlandophone, l'Open VLD. Alors, ce qu'il faut savoir pour ces partis, je vais vous donner quelques lignes idéologiques portées par ces partis. Ça ne sera pas exhaustif, c'est juste pour vous que vous puissiez avoir quelques repères. Eh bien, pour un parti libéral, la question socio-économique est vraiment
fondamentale. Quelque part, la mondialisation de l'économie, la concurrence des entreprises représente pour une doctrine libérale une opportunité. Il faut créer un événement ou une politique concurrentielle. Pour une doctrine libérale, c'est la concurrence qui va ramener quelque part, vais-je dire, les prix à la baisse. C'est cette libre concurrence qui va permettre à la population aussi de profiter de cette concurrence, pour avoir une offre en produits plus diversifiée et à moindre coût. Alors, les libéraux à l'heure actuelle ne contestent plus le fait que l'État doive intervenir pour réguler la société. Hein, l'État intervient via notamment l'impôt, que pour essayer de réguler la société, on vous prélève une partie de votre salaire qu'on réinjecte dans des mécanismes de solidarité. Ça, c'est effectivement une approche qui se situe plutôt du côté gauche de la politique, et on peut se dire, bah oui, tiens, historiquement parlant, solidarité, partage des richesses, ce n'est peut-être pas, historiquement parlant, la doctrine libérale. Et effectivement, au XIXe siècle, c'était très peu en phase avec les idées libérales. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les libéraux ne remettent plus en cause ce mécanisme de solidarité. Ils ne pourraient plus d'ailleurs, ça fait partie de l'ADN de ce pays. La sécurité sociale, c'est une des plus sophistiquées au monde que celle que nous avons aujourd'hui, peut-être une des plus performantes, même si on voit toutes les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour préserver cet outil. Donc les libéraux ne le remettent plus en cause. Par contre, là où les libéraux se distinguent des autres structures politiques, c'est que, premièrement, ils insistent pour compléter cette protection sociale par des mécanismes privés, par des mécanismes d'assurance privés, mais aussi, on peut dire que la notion de responsabilité leur paraît aussi primordiale. Certes, nous avons un État qui doit être solidaire, mais les citoyens aussi leur part de responsabilité. Et ils doivent l'assumer. Nous le voyons dans les politiques actuelles d'aujourd'hui, tant au niveau des allocations de chômage que du revenu d'insertion ou d'une allocation au CPS. L'idée libérale, c'est de se dire, oui, mais attendez, l'individu reçoit l'aide, c'est bien, mais il faut aussi qu'il puisse rendre l'appareil à l'État. D'accord ? Il faut aussi qu'il puisse contribuer. Donc on voit apparaître finalement petit à petit cette idée d'État social actif, où il faut activer les chômeurs. Et il faut peut-être même les punir. Hein, la dégressivité des allocations de chômage, qui était aussi portée par d'autres partis politiques, l'exclusion des chômeurs, bah, c'est une mesure quand même qui tend à responsabiliser les gens, parce que exclure un chômeur, je veux bien, mais ça veut dire quoi? Si on exclut quelqu'un au bout de 3 ans, ça veut dire qu'on part du principe dans cet État que tout un chacun est largement en mesure de trouver un emploi dans les 3 années à venir. S'il ne le trouve pas d'emploi, il est exclu, ben quelque part c'est de sa faute. J'exagère, je caricature, mais il en va un peu, évidemment, de cette idée-là. Je vous donne cours également de droit des CPS. Vous l'avez vu aussi en droit des CPS, mesure libérale, l'extension du projet individualisé d'intégration sociale pour tous. Voire même cette idée de travail communautaire. Hein, vous touchez une allocation, très bien, mais vous pourriez aller repeindre une école. Vous pourriez rendre service à la collectivité qui vous aide. Donc ça, c'est vraiment cette idée de mérite, quelque part, elle est très présente dans une approche libérale. Vous voyez aussi, je vous dis que les libéraux considèrent aussi l'augmentation du pouvoir d'achat doit passer par des mesures fiscales plutôt que par l'augmentation des salaires qui handicapent les entreprises. D'accord? Donc évidemment, les intérêts notionnels, d'autres avantages qui existent
pour soulager les entreprises, les cadeaux, on peut voir ça comme des cadeaux faits aux entreprises, sont aussi dans la droite ligne de la pensée libérale, où il faut pouvoir aider ces entreprises, parce que elles et elles seules peuvent créer de la richesse, peuvent créer de l'emploi. Donc ça aussi, l'aide aux entreprises, aux sociétés, ça s'inscrit aussi dans la logique libérale. Les libéraux sont favorables à une diminution des dépenses publiques. On peut aussi voir que la prolongation des centrales nucléaires, on l'a vu lors de ce gouvernement-ci, la prolongation des centrales nucléaires est aussi pour eux à l'heure actuelle une nécessité. Hein. On a voté dans les années 2000 la sortie du nucléaire, force est de constater qu'aujourd'hui rien n'a été fait, et si rien n'a été fait, eh bien voilà, on peut remettre en cause la loi sur la sortie nucléaire, et en Belgique on a fait le choix de prolonger nos vieilles centrales nucléaires qui avaient été prévues pour une durée de vie de 40 ans, on a atteint cette durée de vie, mais on prolonge faute de moyens autre que pour se passer du fonctionnement de ces centrales. Donc voilà quelques lignes de force de cette vision libérale. On peut encore dire aussi que dans le domaine de la justice, la vision libérale n'excelle pas dans les matières de prévention. Hein, la prévention n'est pas quelque chose... Si, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas nécessairement prioritaire. Au contraire, vous entendez dans le domaine de la justice, dans la doctrine libérale, l'idée qu'il faut que les détenus aillent en fond de peine, à fond de peine, on veut des mesures incompressibles, on veut des mesures plus sévères, on veut clairement un État plus fort et qui punit de manière peut-être plus symbolique. La prévention est importante, mais d'abord le respect de la loi. D'abord le respect de la loi, et il faut pouvoir en payer le prix si jamais on transgresse à la loi. Donc voilà vraiment les lignes de force d'un programme, d'une vision libérale. Rapidement, évidemment, je ne pourrai jamais être exhaustif dans ce que je vous présente ici et maintenant. Alors le CDH maintenant, rapidement, le CDH et son équivalent côté néerlandophone, le CD&V. Tout d'abord, il faut savoir que ces partis politiques avant n'étaient pas séparés. Hein. Ce n'est qu'au XXe siècle que ces partis se sont séparés, notamment un peu après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant, tant le PS que le PSC, que le Parti libéral, regroupaient en leur structure autant de néerlandophones que de francophones. On avait même une époque où on avait même des ministres francophones et néerlandophones issus de la même famille politique. Ce n'est que petit à petit que ces familles politiques se sont scindées. Alors, le CDH, c'est l'ancêtre du Parti catholique, l'ancêtre du PSC, Parti social chrétien. J'ai envie de dire que le core business du CDH, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de famille. Hein, la notion de famille, c'est vraiment celle qui reçoit le plus d'attention aujourd'hui des humanistes. C'est vraiment, d'ailleurs, vous l'entendez bien dans la dénomination du CDH, Centre démocrate humaniste. Hein, on a remplacé l'aspect chrétienté, hein, PSC, Parti social chrétien, par humaniste. C'est un peu du marketing politique. Il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'idéologie chrétienne est peut-être moins rémunératrice en termes de voix, et donc le CDH a cherché à se réinventer, à réinventer ses fondamentaux. Il ne nie pas leur origine chrétienne, mais en tout cas ce n'est plus ça que l'on met devant, c'est plus l'idée de famille. On peut dire d'ailleurs que sur la notion de famille, en lien évidemment avec l'héritage chrétien, le positionnement du CDH est plutôt un positionnement, comment vais-je dire, de conformisme,
de tradition. Voilà, la tradition, ça fait vraiment partie du core business du CDH. Alors, cette tradition, vous voyez par exemple les questions en lien avec l'éthique, vous voyez les questions sur l'euthanasie pour tous, le mariage des homosexuels, etc., etc. Tout ça, ça va un peu à l'encontre des origines et des racines chrétiennes du CDH. Et toutes ces questions-là, en lien avec l'éthique, en lien avec la libéralisation des mœurs, mais ce parti, un peu mal à l'aise, ou en tout cas fait que ce parti reste plutôt traditionnel. C'est les valeurs de la famille, les valeurs de la religion qui doivent dominer. Maintenant, l'idée aussi du CDH, genre on peut dire un peu l'opportunité politique, c'est de se dire ouvertement, même si certains critiquent ce point de vue-là, c'est de se dire, nous ne sommes pas ni de droite ni de gauche, nous sommes le centre. Nous voulons faire le lien sur l'échiquier politique entre les familles de droite et les familles de gauche. Nous sommes le lien indispensable. Voilà le positionnement politique du CDH. Alors certains détracteurs vous diront, oui, mais attendez, le lien indispensable, il part toujours avec les mêmes partis politiques. Est-ce que c'est ça un parti du centre? Bon, alors après, ça ce sont les discours politiques visant à discréditer un adversaire politique. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas l'objet de ce cours, dans ces débats-là, mais il est clair que c'est un des reproches qui est fait au CDH, qui veut malgré tout incarner le centre. Et force est de constater d'ailleurs qu'il le fait assez bien. C'est un parti politique qui, à l'heure actuelle, est en perte de vitesse, ne fait plus, ou n'a pas peut-être réussi sa reconversion telle qu'il aurait pu l'espérer, en devenant vraiment un des 2 ou des 3 grands partis politiques. Non, il est largement à la traîne par rapport aux libéraux, par rapport aux socialistes, de plus en plus à la traîne. Il est même rattrapé ici par les écologistes et dépassé par le PTB. Mais malgré tout, ce parti est un parti de pouvoir et qui est au pouvoir depuis des années. Il est actuellement au pouvoir au niveau régional, il a été pendant très longtemps au niveau fédéral. Donc, finalement, le fait de jouer la carte du centre n'est peut-être pas rémunérateur en termes de voix, mais lui permet en tout cas de jouer un peu le lien, de pouvoir malgré tout se placer dans des structures de pouvoir. Alors je vous l'ai dit, la notion de famille est importante. Le CDH plaide aussi pour un renforcement de police de proximité, mais en insistant sur le nécessaire équilibre entre prévention et répression. Donc là aussi, on a un parti sur le domaine de la sécurité qui joue le juste équilibre, qui ne prend pas trop position pour des mesures trop répressives, mais qui en même temps ne s'inscrit pas non plus uniquement dans des mesures préventives. Donc voilà, on est encore dans un parti qui essaye de faire le lien. Autre parti politique, le PS. Son équivalent côté néerlandophone, le SPA. Alors ici aussi, il est plus difficile à l'heure d'aujourd'hui de définir les lignes de force du Parti socialiste. Historiquement, c'était très clair. Les lignes de force du Parti socialiste, du POB, Parti ouvrier belge, c'était la solidarité, c'était vraiment la solidarité aux travailleurs, la classe ouvrière qui devait exister, il devait y avoir une rétribution et un juste équilibre dans la répartition des richesses, un peu concurrencé par le modèle communiste à l'époque. Tiens, l'avènement du PTB aujourd'hui nous rappelle cette concurrence d'ailleurs entre communisme et socialisme. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le core business du PS est peut-être moins visible qu'avant. Et il y a une raison toute simple, c'est que ce parti a été de près ou de loin associé au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc, toute la vie économique et sociale de ce pays, on peut peut-être critiquer, on peut estimer que cette Europe est trop libérale, que ce gouvernement, ou que les gouvernements qui ont existé ont été aussi peut-être trop
libérales, qui sont orientées vers une option trop économique. Le Parti socialiste peut le critiquer, mais le Parti socialiste a fait partie de ces gouvernements. Le Parti socialiste a même occupé la première place, regardez le précédent gouvernement, le gouvernement Di Rupo, à la tête de ces gouvernements. C'est aussi à la tête du gouvernement Di Rupo que l'on a instauré, comment vais-je dire, les mécanismes de dégressivité des allocations de chômage et d'exclusion des chômeurs. Ce gouvernement-ci n'a rien fait pour évidemment arranger la chose. Mais donc vous voyez que c'est difficile pour le PS aujourd'hui de garder ces valeurs-là, alors qu'ils ont été associés au pouvoir et qu'ils ont pris des mesures qui sont parfois en porte-à-faux avec leurs valeurs premières. Maintenant, nous sommes dans un pays où, pour pouvoir diriger nos institutions, il faut mettre en place des coalitions. Nous sommes dans un système à la proportionnelle, qui crée une offre politique beaucoup plus diversifiée qu'un système majoritaire, et il faut pouvoir composer avec d'autres familles politiques. Et il est évident que dans un gouvernement fédéral, si nous prenons les précédents gouvernements, avec des socialistes, avec des humanistes, avec des libéraux, mais il est évident qu'on ne peut pas imposer son programme politique. Ces programmes politiques ne sont ni plus ni moins que des négociations, que des ajustements où voilà, on doit pouvoir accepter l'idée d'un parti socialiste, un programme, ou une toute petite partie du programme d'un parti socialiste, mais en contrepartie, on doit contrebalancer ce programme par des aspirations libérales, par des aspirations humanistes, et donc on fait un peu de tout, un peu de gauche, un peu de droite, il faut un peu contenter tout le monde, ce qui donne quand même une politique peut-être moins visible, moins tranchée qu'un système électoral à la française. La gauche ou la droite qui gagne les élections en France, ça sera un programme de gauche ou un programme de droite. Les choses seront beaucoup plus claires, plus nettes. Mais il y aura aussi moins de diversité politique que chez nous. Mais donc voilà, ce lien avec le pouvoir nuit peut-être un peu au PS, j'ai même envie de dire un peu beaucoup actuellement. Vous voyez ce PTB, ancêtre, en tout cas, qui s'est construit sur les bases du Parti communiste, qui était pratiquement mort, le Parti communiste. Il a encore connu beaucoup de succès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais les partis communistes en tant que tels, en Belgique en tout cas, étaient quasiment inexistants. Or, aujourd'hui, on voit que ces partis sont promis à des scores électoraux historiques, où on vous annonce des 18%, ils talonnent presque le PS et ils talonnent presque le MR. Il y a des raisons à cela. Peut-être que trop longtemps le Parti socialiste a été assimilé au pouvoir et qu'il n'est plus vu comme étant suffisamment légitime que pour porter les aspirations d'une partie de la classe ouvrière. Qui plus est, ces grandes entreprises qui ont fermé leurs portes, qui ont licencié à tour de rôle, Caterpillar récemment, ArcelorMittal, etc., ont fait beaucoup de tort, évidemment, à la classe ouvrière et au PS, qui était au niveau régional et au niveau fédéral au pouvoir et qui n'a pas pu empêcher ces drames sociaux. Ces drames sociaux menés par des entreprises qui bénéficiaient d'aides d'État importantes, d'intérêts notionnels, où ils payaient très peu d'impôts, pour en arriver finalement à licencier dans une société de plus en plus en concurrence, licencier des pans entiers d'ouvriers que pour se délocaliser et créer des usines ailleurs, là où c'est moins cher, à l'Est ou en Asie. Donc voilà un peu les difficultés du Parti socialiste, mais on peut dire que l'idée du PS, c'est que l'État doit être un État solidaire, qui doit être régulé. Il faut réguler cet État que pour pouvoir redistribuer une partie des richesses. Évidemment, notre sécurité sociale, la solidarité entre tous les Belges, est aussi un élément important pour le Parti socialiste. Il faut que personne dans cette société ne soit laissé au bord de la route.
Quelque part, c'est ça la vision socialiste d'une société. Alors, autre parti politique, dernier parti politique que nous verrons aujourd'hui, qui est le plus récent. Parti politique le plus récent, Écolo Groupe, s'est créé aux alentours de 1980, alors que les autres partis sont issus du 19e siècle. Ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi ce parti n'est peut-être pas aussi développé en termes de voix, en termes de sièges, qu'une structure telle que le PS ou le MR, pas encore que, pour un parti qui est fort jeune, qui a moins de 40 ans, tourné autour de 12-13 sièges dans les intentions de voix, c'est déjà pas mal. Eh bien, ce parti écologiste était à la base, et là encore, mais à la base, était antiproductiviste. L'idée, c'est de réorienter l'économie. Ce modèle économique que nous connaissons n'est plus tenable à terme. C'est-à-dire produire pour produire, créer des nouveaux biens, inciter les gens à consommer encore plus. On vous fait acheter le dernier iPhone 4, vous l'avez à peine utilisé 6 mois, qu'il y a déjà l'iPhone 5 qui sort, le 6, le 7, et ainsi de suite, où on vous force à être des agents consommateurs, etc., est nuisible pour notre société. C'est un peu ça l'antiproductivisme. À quoi nous sert cette production à outrance? Sans parler, évidemment, des dégâts écologiques que ça occasionne. L'idée, c'est de se dire, notre Terre ne peut pas produire indéfiniment tout ce que l'on produit actuellement. Regardez un peu à l'heure actuelle, très tôt, on dépasse, sur une année, très tôt, on dépasse la capacité de production de notre planète. Donc on produit plus que ce qu'on peut légitimement produire. Et donc ce modèle-là, à terme, n'est pas tenable pour les écologistes. Évidemment, ces dernières années, les écologistes ont aussi développé et aiguisé leur vue politique, leur argumentation politique. Il ne fallait pas que l'on puisse croire, comme ce fut le cas au début, qu'ils étaient contre toute entreprise, contre toute économie. Non, au contraire, il y a de plus en plus une vision écologique en lien avec l'économie. Pour les écolos, on peut conjuguer développement durable, soucis écologiques et économie. Il faut, par exemple, pour eux, créer des perspectives d'entreprises vertes. Créer des entreprises vertes qui, pour les écologistes, créeraient de nombreux emplois. Sortons, par exemple, du modèle nucléaire que l'on connaît actuellement. Certes, ça va nous coûter cher que de nous passer du nucléaire. Il va falloir construire des éoliennes, il va falloir construire des panneaux photovoltaïques et toute une série d'autres entreprises. Mais tout ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi et en même temps, ça va répondre à un impératif écologique qu'on ne peut nier à l'heure d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique est une réalité et la responsabilité de l'homme est avérée. Même s'il existe des climato-sceptiques, il existera toujours des sceptiques dans quelques domaines qu'ils soient, aujourd'hui, tous les scientifiques intantinés, soit peu sérieux, reconnaissent que si on ne change pas radicalement notre façon de consommer, on va vers des catastrophes écologiques sans précédent, et ça a déjà commencé. Regardez ces inondations qui se multiplient, ces îles dans le Pacifique qui risquent de disparaître, qui vont disparaître avec la montée des mers, etc., etc. Donc j'ai envie de dire que chaque idéologie a dans son histoire son utilité. L'idéologie libérale a encore aujourd'hui son utilité, l'idéologie socialiste aussi, mais l'idéologie écologiste, c'est peut-être la plus moderne et c'est peut-être le combat du moment, effectivement. Alors, un autre aspect qu'on connaît un peu moins, mais qui est quand même très 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 présent dans l'idéologie écologiste, c'est l'idée de solidarité.
les écologistes sont très présents dans les tissus associatifs de la population, s'investissent énormément dans des ASBL, etc., etc. Il y a vraiment, c'est un parti de gauche, hein, comme le PS, hein, il y a vraiment cette idée aussi de solidarité, de relever les allocations sociales ou le salaire minimum. Les écologistes se positionnent clairement à gauche. Ils vont même encore plus loin en portant une idée assez novatrice qui tout doucement fait son chemin, en ce compris même du côté des libéraux, c'est cette fameuse allocation universelle. C'est vraiment quelque chose qui est porté par les écologistes, c'est de se dire, aujourd'hui, on peut avoir des allocations pour personnes handicapées, des allocations de chômage, des allocations du CPS, etc., etc., etc. On multiplie les allocations avec des mécanismes de contrôle, etc., etc. Eh bien, pourquoi n'est-il pas possible d'instaurer une seule et même allocation qui est d'office acquise pour tous et qui, du coup, laisserait le choix à tout un chacun de travailler ou pas. Travailler doit être un choix. Cette allocation, imaginons qu'on la fixe à 700 ou 800 euros. Pas besoin de prouver que vous recherchez activement de l'emploi, etc., etc. Non, elle est acquise, elle est pour vous. Non, il est évident que ce n'est pas énorme. Si vous avez envie d'augmenter votre niveau de vie, il vous faudra travailler à côté. Mais garantissons une allocation universelle pour tous. Ce qui aura le mérite de sortir de cette notion de contrôle, de se sortir de tous ces services qui contrôlent, qui activent, etc., etc., etc. On simplifie la donne. Alors certains qui disent « Ah, non, c'est pas finançable, c'est utopique, etc., etc. » J'ai envie de dire que la sécurité sociale a aussi été fortement décriée. On a aussi dit que c'était quelque chose d'utopique, que de croire qu'on pourrait mettre en place une espèce de caisse de solidarité. Or, elle a contribué, cette caisse de solidarité, à la création, certes, elle coûte, mais elle a contribué à la création aussi de richesses dans ce pays. Faire que les gens puissent bénéficier d'une allocation, les plus pauvres d'entre nous puissent bénéficier d'une allocation de chômage ou du CPS, leur permet de rester des agents économiques, leur permet de consommer, de louer un appartement, de payer des charges. Certes, c'est très dur, hein, mais on avait peut-être sous-estimé cet aspect-là de l'économie et cette utilité que de maintenir un maximum de personnes comme étant encore aussi des agents économiques. Alors, est-ce qu'on arrivera à cette allocation universelle? Je pense qu'un jour on y arrivera. C'est ma conviction, je me trompe peut-être. Sachez que des modèles actuellement sont des modèles pilotes, des politiques pilotes sont en place. Je pense notamment à la Finlande qui teste ce modèle d'allocation universelle. Certains pays commencent à le porter. Regardez si ce sont les élections présidentielles en France. On est en 2017, ce sont les élections présidentielles en France. Et le candidat socialiste Hamon a placé ça dans son programme. Certains libéraux commencent aussi à en parler, peut-être avec d'autres objectifs, hein, c'est peut-être une autre vision, mais commencent aussi à en parler. Donc je pense que l'idée est en train de faire son chemin. Alors, je terminerai en disant que les écologistes plaident aussi pour une société ouverte et multiculturelle en soutenant des politiques de lutte contre les discriminations. Et enfin, là, le côté prévention dans le domaine de la sécurité est quelque chose qui tient énormément à cœur aux écologistes. Alors, encore quelques aspects importants. Pour terminer tout doucement cette séquence, vous allez souvent entendre parler, vous entendez parler en politique de notions de gauche et droite en politique. Hein, où on vous dit, ben voilà, à droite de l'échiquier politique, on retrouve entre autres le MR, au centre, on retrouve le CDH, à gauche, on retrouve le PS et Écolo, le PTB à l'extrême gauche, le Front National ou le PP à l'extrême droite. Donc on utilise souvent ce clivage gauche-droite que pour définir un courant politique.
Alors, sachez que ce courant gauche-droite, il est évolutif. À titre d'exemple, pendant longtemps, on a considéré l'EMR comme étant un parti de gauche. C'est assez étonnant d'observer la chose aujourd'hui. Et on a considéré le Parti catholique comme étant un parti de droite. Tout simplement parce que le côté conservateur à l'époque du Parti catholique, qui voulait garder le poids de la religion dans les affaires de l'État, représentait le côté conservateur. Alors que la droite venait avec des idées novatrices en lien avec la laïcisation de l'État. Hein. Séparer clairement la religion des affaires de l'État, c'était quelque chose de nouveau, de novateur, et donc à ce stade-là, à cette période-là, les libéraux étaient considérés comme étant de gauche. Tout ça pour vous dire que être de gauche, aujourd'hui, c'est être considéré comme étant démocrate, progressiste, et être de droite, c'est être plutôt conservateur. Alors, c'est rien de péjoratif, hein, mais c'est de se dire, ben voilà, aujourd'hui, sur cet aspect-là de la politique, on pense que le statu quo est la meilleure chose qui puisse arriver. Alors évidemment, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Sur certaines discussions bien précises, sur certains sujets politiques bien précis, des partis de droite traditionnellement sont plutôt sur ce sujet-là de gauche, ou des partis de gauche iraient plutôt à droite. Tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi clivé. Mais, en tout cas, l'opposition gauche-droite se construit très clairement sur l'idée de démocrate ou de conservatisme. Prenons par exemple, et je vous donnerai un seul exemple, l'idée d'égalité dans la société. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui la droite ne récuse pas cette idée d'égalité. Donc il faut qu'on soit tous égaux dans notre société. La droite ne récuse pas cette idée d'égalité. Elle l'assume. Ça n'a pas toujours été le cas, mais elle l'assume. Mais elle l'assume de façon conditionnelle. Elle considère qu'une certaine dose d'inégalité est inévitable et même souhaitable dans une société. Une certaine dose d'inégalité est même souhaitable dans une société. Dans la mesure où cette inégalité, finalement, reflète l'inégalité des efforts et des mérites des citoyens. Et donc, la droite sera plutôt partisante de la méritocratie plutôt que de l'égalitarisme. La gauche, c'est tout l'inverse. La gauche est idéologiquement plus enclin à mettre d'abord en avant cette idée d'égalité. Et puis, en bout de course, s'il le faut, instaurer des sanctions ou instaurer des politiques un peu plus méritocratiques. Mais c'est d'abord, ce qui domine, c'est d'abord cette idée d'égalité sur le plan idéologique. Donc voilà une première opposition gauche-droite. Sur le plan de l'éthique aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du mariage pour tous, de l'euthanasie. Eh bien, être de droite, souvenez-vous, droite conservateur, c'est ne pas vouloir que la société évolue de trop. Pour un courant de droite sur cet aspect-là de la politique, et là je vise plutôt le CDH, c'est un peu dangereux pour l'équilibre de la famille, de la société, etc. Imaginons, je parle comme quelqu'un qui serait plutôt conservateur dans sa vision, deux pères homosexuels qui adoptent un enfant. Imaginons tous les problèmes que pourrait rencontrer cet enfant dans sa construction identitaire, etc., etc. Ça créerait inévitablement une certaine instabilité pour cet enfant qui rechercherait une identité, qui devrait vivre et subir le regard des autres. Ce n'est pas sain pour un enfant. Voilà un discours que je ne partage pas, mais qui pourrait être un discours conservateur, de droite. Un discours de gauche démocrate, serait plus ouvert. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il faut pouvoir respecter le choix sexuel de tous. Et il faut pouvoir offrir les mêmes droits
un couple homosexuel qu'à un couple hétérosexuel. Voilà un discours plutôt de gauche qui serait plutôt démocrate, progressiste. Donc voilà, gauche, c'est l'idée de progrès social. Droite, c'est plutôt l'idée de tradition, une idée plutôt conservatrice qui domine. Mais encore une fois, tout n'est pas si clivé que cela. C'est vraiment en fonction des sujets que l'on pourra constater qu'un parti est plutôt à droite ou un parti plutôt à gauche. C'est vraiment les sujets qui vont définir cet aspect de notre politique, droite, gauche ou centriste. Enfin, pour terminer cette séquence, et là je vais remonter bien loin, j'ai envie de dire que cette idée de démocratie, elle n'a pas vu le jour, hein, ici avec cette Belgique libérale et démocratique de 1830. Elle a été testée bien avant dans notre histoire. Les Grecs ont testé cette idée de démocratie. Vous avez certainement entendu parler de Socrate, de Platon. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de l'Antiquité, donc là je me situe aux alentours de, même avant, aux alentours de moins 380, moins 400 avant Jésus-Christ, je pense que Socrate étant mort en moins 399 avant Jésus-Christ, l'idée était que le pouvoir, déjà, que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui doit décider de sa destinée. C'est le peuple qui doit faire des choix. Donc le pouvoir ne peut pas être confisqué par une seule personne, mais doit être partagé. Donc cette idée, Socrate vraiment l'a portée à l'époque. Et ce n'est pas quelque chose de neuf. Platon aussi, même si Platon, lui, était plus réservé quant à l'idée de la démocratie. À la limite, Platon aurait pu, lui, se dire, finalement, un despote éclairé n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Platon était assez critique par rapport à la démocratie parce que la démocratie donnait naissance à des idées mais qui étaient trop changeantes. C'était trop le règne de l'opinion publique. Et les idées étaient changeantes et ce changement n'était pas bon, souhaitable pour une société. Donc Platon, qui était le disciple de Socrate, était plus critique sur cet aspect-là des choses. Cela étant, Platon cherchait dans sa politique le juste état, donc lisez maintenant La République ou lisez des œuvres de Platon, vous allez voir que toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sur Nétis, sur cette mauvaise gouvernance, etc., toutes ces questions éthiques de justice, de liberté, elles ont été déjà portées à l'époque par Platon. Et relire ses ouvrages maintenant, c'est de se rendre compte à quel point sa vision du monde et sa pensée pourraient encore largement inspirer nos politiques aujourd'hui, qui doivent chercher à être le plus efficace possible dans l'intérêt de la collectivité. Dans l'intérêt, toute la politique de Platon, c'est de servir au mieux l'État. C'était toute une recherche sur le juste État, servir au mieux l'État et la population. À la limite, Platon a créé, avec Socrate, mais il a créé aussi cette idée de loi qui s'impose à tous et qui permet de garantir la pérennité et la construction d'un État. La notion de loi a été inventée à ce moment-là, et seule la loi permet l'égalité et permet à un État de se développer de façon harmonieuse. Petite critique peut-être de Platon, c'est de se dire que Platon considérait que seuls les gens qui possédaient le savoir pouvaient gouverner. Aujourd'hui, vous savez très bien que notre système électoral tel qu'il existe ne met pas nécessairement en avant le savoir. Il suffit juste qu'un homme politique puisse obtenir votre confiance, quelles que soient ses capacités. Obtenir votre confiance est suffisant que pour pouvoir diriger ou obtenir un poste à responsabilité. Platon avait une autre vue. Platon est à la base de la toute première université, et pour lui, il fallait préparer, il fallait former les hommes politiques, qui devaient rendre des comptes à la population. Mais voilà, cette idée de savoir qui peut être critiquable, hein, parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si j'appliquais la vision de Platon, je dirais qu'il faut des gouvernements technocratiques, avec des spécialistes, et uniquement des spécialistes dans chaque domaine.
ça peut être une idée séduisante, et je crois même que c'est une idée qui a son sens. Mais la démocratie fait aussi que tout un chacun peut avoir des aspirations, et pourrait et doit avoir la possibilité de faire changer les choses, et donc du coup d'accéder à des responsabilités politiques. Voilà, j'en resterai là pour cette séquence de cours, et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous allez d'ailleurs recevoir, en plus de cette vidéo, toute une série de questions qui vous seront posées sur le site Moodle, questions auxquelles vous allez pouvoir répondre en ayant pris soin, évidemment, de visionner cette séquence vidéo. Merci de votre attention.